Chercheur, écrivaine, conférencière et aussi organisatrice du Cri de Femmes. Bonjour. Un peu plus tard, on recevra Jean-Michel Lamar. Il est cadre à la clinique des Nouvelles Eaux Vives. Avec lui, on fera le point un petit peu. On parlera de la question de l'obésité, puisque la semaine dernière, c'était la journée de l'obésité. Et c'est une pandémie qui se développe en Guadeloupe, particulièrement chez les jeunes, chez les femmes. Un peu plus tard, on recevra Grégo de Original Guada. On parlera avec lui un petit peu de ses activités. Sinon, l'actualité, c'est toujours ce conflit entre l'UTC, UGTG et les maires de la Guadeloupe. Il y avait une dernière réunion. On croyait que c'était la réunion de la dernière chance hier soir. Eh bien, pas du tout. Les deux parties se sont quittées. Pas de négociation prévue dans les jours qui viennent. Micro-trottoir, un an après le confinement. Comment vous pensez que la crise a été gérée? C'est la question qui a été posée dans la rue. On aura tout à l'heure les réponses avec Stanley Manicor. Nettoyage des écoles de Petit-Bourg en vue d'une réouverture, point d'interrogation, si ouverture qu'il y a. Et puis la coupe de France, la coupe presse de Vive. C'est du football. On en parlera avec Charlie Dagognan. Voilà un peu ce que fait le sommaire aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Bon appétit si vous êtes à table, comme on dit tous les jours. Et restez avec nous jusqu'à 14h. Alors, Stéphanie Million, elle est organisatrice en général depuis 10 ans déjà d'une manifestation qui a fait son chemin. Cri de femmes. Pourquoi les femmes crient? Pourquoi les femmes crient? Parce qu'on a des revendications qui, malheureusement, j'ai envie de dire, malheureusement, on est encore là. Oui. Donc on va continuer à crier jusqu'à ce qu'on nous entende et que... Est-ce que vous êtes entendu? Je pense qu'il y a des choses qui évoluent, mais comme disait Simone de Beauvoir, la moindre crise, ce sont les femmes qui trinquent. Donc on doit toujours rester veillatives, comme on dit. Oui. Parce que, on le voit, quand il y a des crises, quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des guerres, ce sont toujours les femmes les premières victimes. Et les droits des femmes aussi qui sont les premiers à être remis en question. C'était la semaine dernière, la journée internationale des droits des femmes, de la femme. Stéphanie, vous avez le sentiment que les droits de la femme s'augmentent ou se réduisent? Parce qu'on parle d'égalité maintenant. Alors, ça dépend d'où l'on parle. On voit bien que, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, Trump remettait en question déjà les droits des femmes. Oui, mais il n'est pas là, il n'est plus là. Il n'est plus là, heureusement, heureusement. Les femmes je veux dire, il suffit d'avoir un chef d'État qui soit rétrograde et un peu fou ou misogyne, à la rigueur, et finalement on se retrouve encore à devoir lutter, ne serait-ce que pour avoir le droit à l'avortement, le droit de choisir, ne serait-ce que ça, si on veut un enfant ou pas. Voilà, donc c'est une lutte de tous les instants, on doit rester en vigilance tout le temps, malheureusement. Donc on continue ce festival aussi pour sensibiliser sur des questions qui nous sont propres, aussi en Guadeloupe. Et donc, ce festival, il est à la fois, j'ai envie de dire, un peu féministe, mais pas sexiste. Très féministe, mais intégrationniste. Hein? J'aime bien dire. Il est féministe. Il est féministe quand même, oui. Mais pas sexiste. Il est antisexiste. Ah, il est antisexiste quand même, rassurez-moi. Antisexiste. Donc ça veut dire que les hommes participent à ce festival, ils sont les bienvenus, bien sûr. Ils sont les bienvenus. Je pense que... Alors, je ne suis pas en tout... Je me définis comme féministe. Oui. Parce qu'une féministe, c'est une personne de sexe féminin. Vous avez cité Simone de Beauvoir. À ma connaissance, c'était la grande prêtresse du féminisme Exactement. français. Mais un homme peut être féministe aussi, tant qu'il est en accord avec le fait que pour l'égalité des droits, au travail, dans la société, l'égalité de traitement des hommes et des femmes. Donc à ce moment-là, tout le monde peut être féministe. Donc c'est simplement ça. Donc on a l'image des féministes qui sont agressives, antiphalliques, anti-hommes. Il y a des mouvements de femmes, des MLF à l'époque, etc. Ouais, en tout cas, je ne suis pas de celle-là. Je pense que pour régler ces questions-là, il faut que tout le monde participe à la conversation, même si on a aussi des conversations non mixtes qui concernent principalement les femmes et dont on a besoin de parler entre nous. Alors, est-ce que c'est du féminisme à la Beyoncé?
Ah, je sais pas, je me définirais pas comme Beyoncé, ce serait pas en tout cas ma référence. Mais enfin, il semble quand même qu'elle fasse avancer un petit peu les choses. Oui, je pense qu'il y a différentes formes de féminisme et chacune, on va dire, lutte à sa manière sur les questions qui les intéressent ou qui les touchent peut-être plus personnellement, fondamentalement. Mais Beyoncé est féministe à je veux dire, à sa manière. C'est une femme qui est chef d'entreprise, qui a toujours prôné l'indépendance des femmes. Aussi, oui, tout à fait. Oui. Elle soit militante en tout cas. Oui, je trouve que ça, musicalement, en tout cas, elle va de plus en plus vers quelque chose de militant, d'activiste, pro-noir. Oui. Donc, oui. Alors, revenons un petit peu en Guadeloupe. Alors, généralement, on entend souvent le Guadeloupéen, il est machiste, il est macho, etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, en tant que femme, vous ressentez toujours le poids du machisme du Guadeloupéen? Alors moi, j'ai tendance à dire que tous les hommes sont machos. Ah, tous les hommes sont machos? Tous les hommes sont machos. Je ne suis pas macho. À des degrés divers, parce que je pense que tout est une question d'éducation. Oui. Mais les femmes, il y a des femmes machistes aussi, il faut le savoir. Le machisme, c'est ce que la société fait de nous. Nous sommes tous pétris, déterminés par la société et les injonctions de genre. Concerne les femmes principalement, on va avoir beaucoup plus de difficultés à nous intégrer, mais les hommes aussi subissent ces injonctions de genre, c'est-à-dire être fort tout le temps, ne pas être trop émotif, par exemple, parce qu'un homme qui est émotif, il y a plein d'expressions qui vont, on va dire, diminuer un homme s'il est trop émotif. Donc ce sont des injonctions de genre. Moi, j'ai tendance à vouloir, quand on parle de déconstruire le genre, de dire que nous sommes simplement des personnalités complexes, que les hommes sont complexes comme les femmes sont complexes. Il n'y a pas de yin et de yang. Il y a le yin et le yang, je pense, dans l'équilibre des forces de la nature. Donc nous avons tous une part de yin, une part de yang, une part de féminin, une part de masculin. Et donc j'aime d'ailleurs même plus trop tellement le côté masculin-féminin. Je me dis qu'on a tous des qualités, des défauts, et qu'on devrait se désigner par rapport à ces qualités, ces défauts ou ces traits de caractère. Voilà. Et pas forcément dire que ça c'est féminin d'être émotif, parce que je peux être agressive en tant que femme et un homme peut être émotif ou sensible. La semaine dernière, à cette même place, j'avais fait un spécial 8 mars, j'avais invité différentes femmes, et la thématique était est-ce que la femme guadeloupéenne a une bonne place dans la société guadeloupéenne? Après 10 ans de cri de femme, comment vous voyez un petit peu la place de la femme guadeloupéenne? Alors je pense que la femme, effectivement, on peut dire que chez nous, si on regarde la moyenne, par exemple, la parité politique, il y a beaucoup de femmes en politique. Oui, nous. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Même dans toutes les colonies, la Guadeloupe a été même la première à avoir des présidents de région, députés. On a parlé on parle toujours de l'exemple de Gertie Archimède, mais pas qu'elle. Exactement, il y a pas qu'elle, il y a énormément de femmes. Et je pense que c'est lié aussi à notre histoire où les femmes ont toujours travaillé. Oui. Donc on dit aujourd'hui, on parle. Oui, pendant l'esclavage. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, pendant l'esclavage, la parité était déjà de mise, puisque les femmes devaient travailler autant que les hommes. Oui. Même le seul moment où elles étaient un peu épargnées, c'est quand elles étaient enceintes, et même là, il fallait qu'elles travaillent, qu'elles récoltent leur quota en fait de canne à sucre ou de coton, ou peu importe. Donc quelque part, on n'avait pas les mêmes luttes que les femmes blanches, c'est-à-dire les premiers féminismes reconnus, ce sont des féminismes, on va dire, bourgeois blancs, comme on disait. Donc des femmes qui demandaient le droit de travailler, de sortir de leur maison. Les femmes noires, ça ne les concernait pas. Elles étaient déjà au travail depuis toujours. Donc, quelque part, arriver en politique plus tôt était quelque chose de logique, puisqu'elles se battaient déjà pour leurs droits. Et je pense que, moi, là où je pense que les choses se jouent, c'est dans l'intime. Parce que quand on me dit, voilà, une femme, elle est indépendante, financièrement, elle gagne de l'argent, une grosse voiture, d'accord. Oui, elle est indépendante, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas souffrir de violences conjugales. C'est pas une question de classe sociale, c'est pas une question de statut. C'est une question, voilà, c'est vraiment la manière dont on se positionne dans l'intimité, en fait, avec son partenaire. Et c'est là que se jouent la plupart des guerres de sexe, en fait. Les guerres pas les guerres sexuelles, mais les guerres entre les sexes. Guerre entre les sexes, vous dites? Oui, entre le masculin et le féminin. C'est-à-dire comment est-ce qu'on gère son couple, et je pense qu'il n'y a pas de formule toute faite, où j'entends beaucoup par exemple que les femmes n'ont plus envie de cuisiner, que toutes ces tâches-là, c'était un peu assimilé à de la servitude. Moi je pense que la relation de couple se gère en fonction de l'équilibre que chacun
veut bien, auquel chacun veut bien contribuer, c'est-à-dire quelles sont les tâches, comment on les répartit. Les hommes peuvent cuisiner. Moi, j'ai un frère jumeau qui cuisine pour sa femme et je pense qu'elle apprécie. Il ne faut pas présenter ça comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Exactement, mais je pense qu'il y a énormément. Mon père cuisine. Les meilleurs cuisiniers sont des hommes en ce moment. Hein. Exactement. Bon, ça c'est encore un autre débat quand même, Danick. Parce que quand tu parles de cuisine, dans le milieu, c'est extrêmement sexiste aussi, le milieu de la gastronomie. Les grands chefs sont des hommes. Sont des hommes, il me Et semble, oui, pas des femmes. Et oui. Et alors pourquoi? Comme beaucoup de grands chorégraphes sont des hommes, et pourtant on va dire que la danse c'est un sport de femmes. Mais pourquoi? Parce que dans les postes de direction, d'autorité, on met des hommes en général. Au sommet, c'est ça? Voilà. Et on parle bien de brigade quand on parle de la gastronomie. C'est quand il y a un côté quand même très militaire, très. Oui. Et donc il y a un peu ça. Ça c'est encore un autre débat, mais je pense que effectivement c'est dans l'intimité en fait qu'on doit trouver son équilibre et que d'ailleurs les violences domestiques, tout se joue d'abord dans la sphère privée. Alors, il y a un vieux débat qui est encore ressorti la semaine dernière quand j'avais les femmes, histoire de Potomitan et de Oueskaïen. Alors, comment une jeune femme comme vous situez dans ce... Je ne sais pas si c'est un faux débat. Est-ce qu'il y a une femme qui disait qu'effectivement, les femmes sont des Potomitans, réellement, et qu'il faut leur revendiquer parce qu'elles ont toujours tenu la société, même quand l'homme partait, l'homme quittait son épouse ou sa compagne, c'est la femme qui assumait les enfants et toutes les tâches, etc. Alors aujourd'hui, le concept de Potomitan est remis en question par beaucoup de femmes de ma génération, pour la simple et bonne raison que, effectivement, on peut être fier du fait que les femmes, moi je dirais, toutes les femmes de ma famille sont des Potomitans. Oui. Ah bon, d'abord, toutes les femmes sont des Potomitans. Elles sont des Potomitans, c'est-à-dire qu'elles sont, du côté de ma mère, j'aime bien dire que c'est une famille matriarcale, et du côté de mon père, c'est une famille patriarcale, parce que c'est la façon dont, on va dire, dont les choses s'organisent en fait. Ce sont les femmes du côté de ma mère qui gèrent la famille, aussi parce que ma grand-mère a fait que des filles. Mais aussi. C'est un accident de l'histoire. Mais c'est quelque part le Potomitan en fait, l'idée. Ce qu'on essaie de remettre en question, c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure, le partage des tâches. C'est-à-dire qu'une femme Potomitan peut se revendiquer en capacité de tout gérer, mais c'est aussi ce mythe en fait qu'on entretient qui favorise aussi notre comportement en tant que femme, de ma génération, même de celle d'après, de dire qu'on n'a pas besoin des hommes, parce qu'on est élevé comme ça aussi. Ça me rappelle une fois où, dans mon projet, lors d'une rencontre avec des femmes, Triple Evolution, donc c'est le projet que je fais, et donc on parlait justement de la façon dont nos mères nous préparent à nous marier, ou enfin en tout cas aux futures relations avec les hommes. Et elle disait voilà que sa mère lui disait qu'elle allait trouver un prince charmant, qu'elle allait s'occuper d'elle. Et il y a une amie, donc martiniquaise, qui dit nous, c'est tout le contraire, parce qu'en fait, on t'éduque à te dire qu'il faut, attention, il faut que tu sois indépendante, ton premier mari, c'est ton travail, et que au cas où, parce que les hommes ne sont pas fiables. Les hommes ne sont pas fiables. Donc on ne peut pas compter sur les hommes. Donc il faut être en tout cas être en capacité de se débrouiller, de gagner son pain, voilà. Donc quelque part, je trouve que son travail, son chien et sa maison, c'est ça. Sa maison, sa voiture, sa etc. voiture, oui, bien sûr, la voiture, bien sûr. Mais dans l'idée, en tout cas, moi je trouve, sans après prêcher pour telle ou telle paroisse, de dire qu'il faut absolument se marier. Bon, moi, il y a beaucoup de choses que je remets en question personnellement. Mais je pense que ça ne favorise pas l'équilibre dans le couple quand on est déjà en défiance vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, on arrive dans une relation et qu'on se dit que de toute façon, comme il sait qu'il trop et moins, on va engager moins trop. Tu vois, c'est un peu l'idée de dire que il faut qu'on arrive à se faire confiance et aussi à déconstruire un peu tout ce qui a été transmis en fait d'un point de vue générationnel aussi dans les relations de genre, de se dire que les hommes sont volages, sont forcément des mauvais pères. Oui, totalement. On a même tendance à dire en ce moment que les femmes sont plus que les hommes en ce moment. Totalement, enfin en tout cas peut-être plus ouvertement. Oui. Je pense que l'adultère a toujours existé des deux côtés. Ça se justifie ou ça se montre. Écoute, il y a des statistiques en France, alors je ne vais pas dire que c'est forcément le cas de la Guadeloupe, mais dans les statistiques en France, que quand une femme a plus de 4 enfants, il y en a forcément un qui n'est pas de son mari. Wow. Ça arrive. En tout cas, dans un gros pourcentage où parfois... autrement, parce qu'on sait bien que certaines femmes guadeloupéennes, du fait de la société, ont eu des enfants avec plusieurs papas.
Oui, tout à fait. Donc c'est la question justement de la potomitante, de la matrifocalité. Matrifocalité, c'est ça. Et souvent pour des raisons économiques aussi. Pour des raisons économiques. Bon, je pense qu'il y a aussi, chez nous, il y a beaucoup de choses qu'on doit déconstruire dans les relations hommes-femmes, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des hommes adultères, mais il y a aussi des femmes qui sont avec des hommes qui sont adultères. Oui. Il y a toutes sortes de relations. On sait que... On va dire qu'il y a peut-être des choses qu'il faut déconstruire aussi dans nos écosystèmes émotionnels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on recherche dans une relation. Et parfois, aller vers un homme qui n'est pas libre et faire un enfant avec lui, c'est pas la décision la plus sage. Et pourtant, c'est une décision que beaucoup de femmes prennent. Tu vois, donc c'est tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on doit déconstruire aussi chez nous, arriver à comprendre pourquoi on fait certains choix. Et souvent, je me dis, on a toutes fait peut-être ces choix-là, mais... C'est-à-dire, à un moment donné, savoir ce qui est bon pour soi et d'arriver à prendre une décision, en toute honnêteté avec soi-même, même parfois quand on a peur d'être seul, de rester célibataire. Parfois, il y a des femmes qui se disent, bon, mais au moins il est là, il vient me voir. Ouais. Oui, mais c'est tout ça, en fait. C'est l'homme par défaut, ça. Oui, c'est une relation. En tout cas, bon, ça ne veut pas dire que l'amour n'existe pas dans ce genre de relation. Je pense qu'il y a de l'amour. Je me posais la question, est-ce que les jeunes femmes aujourd'hui cultive l'amour? Je ne dis pas pratique, cultive l'amour. Je pense que... Aujourd'hui, la jeune femme aujourd'hui, elle est ambitieuse, bien sûr. J'ai pas envie de le dire trop fort, mais c'est vrai, elle est un petit peu matérialiste aussi. On va dire elle est réaliste, au moins lucide. Ou pragmatique. Pragmatique, on va dire, pour être gentil, on va dire elle est pragmatique. Et dans tout ça, le sentiment. Je pense que voilà, ce sont des ressorts, des stratégies aussi de... Comment dire ? Des stratégies de lutte. Je pense qu'il y a des femmes aussi qui font des choix pragmatiques, justement, de se dire, je veux un homme qui a de l'argent. Moi, je préfère ne pas juger, je ne juge personne. Je pense que les gens font des choix aussi, comme j'aime bien dire, on se bat avec les armes qu'on a, et parfois les gens font des choix qu'on peut juger contestables, mais qui sont aussi, on va dire, déterminés par un cheminement personnel. Donc c'est aussi ça qu'il faut se poser comme question, pourquoi elle fait ce choix-là à ce moment-là. Donc je pense que les femmes aujourd'hui, on est dans une société qui pousse tout le monde à être matérialiste, à être individualiste, à être égocentrique. Tout le prouve, Internet, les réseaux sociaux, tout. Je ne dis pas qu'il faut tout prendre, au contraire, il faut faire le tri. Mais bon, je pense qu'on ne peut pas jeter la pierre aux femmes. C'est peut-être le contre-coup de beaucoup d'années où les femmes se sont senties impuissantes. Beaucoup souffert, il faut le dire. Voilà. Oui, et aujourd'hui, elle essaie de prendre une place. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Je ne sais pas. Je pense qu'on est encore une histoire qui est vouée à évoluer, à changer. C'est peut-être... Quand on voit un peu le parcours de la femme en Guadeloupe, entre la mère, nos grands-mères qui étaient, j'ai pas envie de dire des pots à fleurs, c'est pas ça. En fait, je veux dire, elles étaient là, quoi. Elles étaient là. Puis les jeunes femmes aujourd'hui ont beaucoup évolué. C'est plus ce modèle-là de la femme qui reste en case là. Bon, elle fait ça, on y a fait, puis il est toujours là. Ouais. Non, je pense que les choses évoluent. Je me dis, est-ce que les femmes sont toujours restées à la maison Vraiment. Je pense qu'il y a quelque chose, comme je parlais tout à l'heure justement des classes bourgeoises ou des classes aisées, dans certaines familles où les femmes étaient entretenues. Il y avait aussi toute cette espèce d'imaginaire, de représentation de la femme fragile, qui doit être protégée, etc., qui doit être entretenue, qui doit être un peu, voilà, justement, comme cette espèce de petit sujet qu'il faut, et qui va être aussi la porteuse de la lignée, n'est-ce pas? Puisque on se mariait aussi, je me souviens même ma grand-mère qui me disait, à l'époque, on disait que les femmes étaient bréhaignes. Bréhaignes. Ah oui, oui. Cette expression, ce mot que j'ai appris quand elle disait qu'on comparait les femmes justement à des mules ou des juments bréhaignes, c'est-à-dire des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, ce qui était terrible. Surtout dans une société où la maternité est sacralisée, surtout avoir des enfants. Avec plus de 13 enfants. Parce qu'on est des familles où il y a eu 14 enfants dans la famille. Je sais, la famille de mon père, il y a eu 12 enfants. Ah oui, c'est vrai. J'y pensais même pas, mais c'est vrai. Et pourtant, ma grand-mère travaillait. Oui. Elle était enseignante. Elle était enseignante. Donc, tu vois, c'est quand même les femmes travaillaient et les enfants. Ah je pense qu'à l'époque, les enfants étaient autonomes plus tôt. Quand j'en parlais avec mon père, il m'expliquait que les aînés s'occupaient des plus jeunes, ce qu'on fait moins aujourd'hui, je pense.
Les femmes doivent tout. Les enfants on ne peut pas adultifier les enfants comme on dit aujourd'hui, donc il ne faut pas les responsabiliser trop tôt. Oui. Or à l'époque on n'avait pas le choix. Et donc les enfants, les aînés, il fallait s'assumer très vite. Exactement. Et je pense que c'était pas. L'aîné était pratiquement un deuxième père. Enfin, je veux dire. Exactement. Dans certaines familles, c'est vrai ça. Exactement, ou une deuxième mère quand c'était une fille aînée, et on trouvait ça normal. Frères, etc. Exactement, à l'époque c'était normal, je me dis, même quand mes deux grands-parents étaient enseignants, 12 enfants c'est quand même beaucoup. Quand même, hein? Oui. Ça n'existe plus ça aujourd'hui. Hein? Non, je pense qu'aujourd'hui... La moyenne c'est quoi? Un enfant et demi, on m'a dit un enfant et demi. Un ou deux enfants, on va dire. Pourquoi la population vieillit aussi? Hein? Aussi, c'est vrai. Parce que les femmes font moins d'enfants. De plus en plus, les femmes font moins d'enfants, mais c'est vrai que aujourd'hui, on a des préoccupations esthétiques, on a envie de pouvoir profiter de sa vie. Ouais. Il faut aller en croisière. Bon. Alors, revenons un petit peu sur le festival Cris de Femmes. Alors, j'ai vu dans la programmation un film quand même qui s'appelle, non, j'allais dire une bêtise, c'est pas Les Confidences du Vagin, c'est quoi celui-là? C'est pas le monologue du vagin. Alors, il y a eu le monologue du vagin et là, c'est le... Là, c'est Mon nom est clitoris. Oui. Mon nom est clitoris. Donc il y a un documentaire belge. C'est-à-dire que les femmes assument vraiment cet aspect, parce que pendant longtemps, il faut le dire, que c'était du tabou tout ça. Hein. Oui, déjà le clitoris n'existait pas dans la conscience collective. Il n'existait pas. Non, voilà. Donc je veux dire, je me souviens quand on était petit, alors excuse-moi parce que comme je te dis, moi je parle de tout, très franchement, intellectuellement, hein, comme j'aime bien dire. En même temps, je suis sociologue, donc je ne peux pas avoir peur de parler des choses. Non, normalement. Voilà, normalement. Un vrai sociologue n'a pas peur de parler des choses. Non. Et donc je dis, quand on était jeune, je me souviens, à l'école, on dessinait des kikis partout. Oui. Donc c'était cette espèce de symbole qui existait pour tout le monde. On en trouve même sur les réseaux sociaux en ce moment. Hein. Voilà, mais je pense que personne ne peut dessiner un vagin ou un clitoris aujourd'hui. Oui. Ben justement, la lutte... Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'existait pas quand tu regardes les manuels. Il était invisible, c'était invisible. Regarde, souviens-toi, les manuels de biologie, à l'époque, les femmes, elles étaient... Il y avait juste une forme, on se disait, bon... Voilà, donc c'était dans l'inconscient, et c'est ça, la première lutte. Donc on a effacé le clitoris, on fait le vagin de la femme. Exactement, on l'a effacé. Il n'avait plus de forme, il n'existait pas. Ouais. Donc en fait, même dans la conscience d'une femme, quand elle est éduquée à l'école, elle apprend l'anatomie, etc., elle ne connaît toujours pas son anatomie. Donc c'est ça aussi, ça c'est la première question. Ça allait plus loin, elle ne connaissait même pas le plaisir. Exactement, mais comment tu veux connaître le plaisir si tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu ne sais même pas que ça existe? Effectivement. Mais oui, tu peux demander à des jeunes aujourd'hui ce qu'elles savent, où se situe le clitoris, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas, beaucoup de femmes qui ne savent pas. Donc ça, c'est pas... Quand on parle de clitoris, on a toujours l'impression qu'on va parler de sexe. Et moi, j'aime bien dire le sexe, c'est pas la sexualité. Le sexe, c'est ce dont on parle tous les jours de manière très triviale. On va parler de sexe à table, on en parle tout le temps de manière très décontractée. Mais quand on veut parler de sexualité, de quelque chose de sérieux, c'est-à-dire des relations, des tabous, du rapport au corps, du rapport au père, du rapport à la mère, tout ça, c'est tout ça qui construit notre sexualité. Donc c'est ça qu'on essaie de déconstruire, c'est ça qu'on essaie d'interroger. Et quelque part, quand on fait cette lutte, on veut mettre en avant le clitoris, il ne s'agit pas de dire « Ah, les femmes sont perverses, elles veulent parler de leur partie intime ». Non, pas du tout. Oui. C'est d'éduquer, de dire « Voilà à quoi ressemble un clitoris ». Et quelque part, autant le sexe masculin, le pénis, et le phallus, qu'on appelle le phallus, qui est à la fois donc, le pénis, physiquement, mais qui est aussi... on va dire, la force masculine, en fait. Oui, d'accord, c'est-à-dire symboliquement... Oui, il est très visible, on connaît bien les statues, on voit bien. Exactement, tout est extrêmement phallique partout. La Vénus de Milo, elle n'a pas de sexe. Exactement. Or, voilà, le clitoris, c'est aussi, quelque part, symboliquement, la force, quand on parle d'empowerment, d'empouvoirment, c'est-à-dire comment les femmes aussi peuvent prendre possession, pouvoir sur leur propre corps. Et c'est ça, la question, c'est pas de dire on a envie de jouer à touche-pipi ou qu'on a envie de parler de sexe. Non, on veut parler de la sexualité et comment finalement les femmes ou les jeunes filles, et ça nous pose forcément la question de l'éducation des filles, mais aussi des garçons, de l'éducation tout court de nos enfants, c'est-à-dire comment est-ce qu'on leur parle de leur corps. Parce que derrière, nous on va toujours, même quand tu peux avoir des lectures sur le sujet, mais on voit les petits garçons avec qui on ne va jamais dire de ne pas toucher à son kiki, par exemple, parce que les petits garçons, ils ont l'habitude, les hommes ont l'habitude de se toucher pour des questions de confort, je suppose.
Mais les femmes, c'est très tôt où on interdit à une fille de se toucher dans ces parties-là, parce que c'est pas propre, parce que c'est pas convenable, parce que c'est pas approprié. Oui. Or, on rend une femme étrangère à son corps et quand elle grandit, elle est étrangère justement à cette partie de son corps qui va être déterminante dans une relation de couple, déterminante dans son mariage. J'ai jamais vu les confidences du pénis. C'est vrai, mais parce qu'il n'a pas de confidence à faire. il est présent partout. Il est omniprésent. Voilà. Quand on parle de la puissance masculine, elle est exprimée partout. Par contre, une femme qui va être puissante sexuellement, c'est problématique. Même dans la statue de Rodin, quand même, le pénis est présent. Enfin, exact. Alors, quels vont être les prochains rendez-vous de Cris de Femme? Alors, le prochain rendez-vous, donc vendredi, il y a donc ce documentaire, Mon nom est Clitoris, qui est un documentaire vraiment éducatif. À voir par les hommes et les femmes. À voir par les hommes et les femmes. Clitoris, voilà, à comprendre comment nous sommes faites, comment nous sommes constitués et comment ça fonctionne dans nos relations, etc. Donc ça, c'est le 19 au Cinestar. Donc on est en collaboration avec le Cinestar, partenariat cette année. Ensuite, on sera à la Librairie Générale, aussi un partenariat avec la Librairie Générale. Donc on sera le 20 à Jarry et le 27 à Basse-Terre. Donc là encore, avec une programmation toute la journée, des ateliers le matin, de 10h à 15h. Donc on a un atelier sur l'initiation aux œufs de yoni, qui sont des œufs en pierre semi-précieuse. Donc c'est une pratique chinoise. Oui. Donc où les femmes s'insèrent en fait ces œufs dans le vagin pour travailler le périnée. Donc ça c'est bien pour les femmes qui ont des enfants, quand vous avez des enfants, ou même pour travailler pour sa sexualité. On va avoir un atelier d'écriture, on va avoir aussi Design ton clit avec Judith Chapka et moi création. On aura ensuite une performance qu'on a créée avec un groupe de femmes dans le projet Clip Evolution, pareil, où c'est des groupes de femmes où on parle de la sexualité, pas de sexe, de sexualité, de nos corps, de représentation, où on fait aussi le panorama un peu de tout ce qui peut se passer dans le monde, c'est-à-dire comment les femmes vivent leur corps, qui nous permet de nous situer aussi, par comment nous sommes émancipés ou pas. Et puis, on va avoir une conférence le soir du public à l'intime à partir de 18h30 avec Dr Mélion, Anaïs Macou qui est psychologue. On va parler justement, et je crois que c'est en lien avec ton prochain invité, des représentations du corps chez la femme, puisqu'on a de plus en plus d'obésité chez nous. Ah oui, la question de l'obésité se pose beaucoup. Cette année, on veut questionner justement... De ce point de vue-là, comment, c'est la dernière question, puisque ça fera le lien avec le prochain invité, comment une femme obèse peut... je ne dis pas se comporter, comment elle peut s'accepter ou ne pas s'accepter, lutter contre, parce que l'obésité, c'est quand même une pandémie. C'est une pandémie. Alors, je pense qu'il faut la différence, peut-être que le prochain invité en parler mieux que moi, mais je pense qu'il y a une différence entre parfois l'hérédité, parce que parfois c'est sa physionomie normale, et on peut rien faire contre ça. Il faut apprendre justement à s'aimer et lutter justement contre ces violences esthétiques qui font que toutes les femmes ont envie d'être minces ou telle chose. Ou maintenant, aujourd'hui, c'est quand même la mode du méga fessier quand même. Donc quand on n'a pas de fesses, on peut être complexé, tu vois. Donc voilà, mais c'est après la question de l'obésité, c'est justement tout ce qu'on va essayer de questionner, c'est les écosystèmes, c'est-à-dire comment l'écosystème émotionnel, familial, relationnel, sexuel aussi, mais aussi alimentaire, parce que c'est une vraie question. Aussi, exactement, comment est-ce qu'on se nourrit chez nous? Est-ce que tout est bon à prendre parce que c'est là, alors il faut tout consommer? C'est des vraies questions qu'il faut se poser. Donc voilà, donc on aura ces deux rendez-vous-là, donc 20 et 27, et le 28, on clôture à l'Arawak de 16h à 21h. À cause du couvre-feu. Oui, 21h, oui. Et 5 voilà. heures seulement, oui, donc d'accord. avec exposition, et on aura par contre... Il n'y a pas de musique cette année? Ben non, c'est compliqué. Compliqué avec les restrictions, les interdictions, c'est très difficile. Dès qu'on commence à parler des concerts, ça leur fait peur, je crois. Dommage, on a peur qu'il y ait trop de monde. Mais on aura un DJ quand même à l'Arawak, oui. On aura une exposition Jessica Laguerre, Chantaléa Commun. On aura une performance de la compagnie Anamiziska. Et on aura aussi une conférence de Maître B6, qui est avocate et qui s'occupe principalement des cas de violence conjugale. Donc il va parler des violences dans les couples. Voilà. Beau festival. Merci. Félicitations. En tout cas, tenir 10 ans, je sais ce que c'est, 10 ans d'une manifestation. C'est pas toujours évident. Non, c'est pas évident. Surtout en période de pandémie, c'est encore plus compliqué. Voilà, mais il fallait marquer le coup pour 10 ans. Il fallait pas laisser passer. Voilà. Merci en tout cas, Stéphanie, d'être venue présenter tout ça. Et puis on souhaite au maximum de personnes à ces manifestations et au minimum à la finale.
Oui, au minimum à la finale, à partir de 16h à l'Arawak. Ok, c'est fait. Voilà, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. 6 minutes dans le ZCL, je vous l'ai dit, on va recevoir, après Stéphanie Méli, on va recevoir M. Jean-Michel Lamar. Bonjour. Bonjour. Il est cadre à la clinique des Nouvelles Eaux Claires. On va parler avec lui de cette clinique, on va parler un petit peu d'une autre activité de cette clinique. Mais avant, on va revenir à l'actualité. L'actualité, c'est toujours ce conflit entre l'UTC et GTG et l'ensemble des maires de la Guadeloupe, puisque vous le savez, il y a eu une négociation samedi. On pensait que hier soir, la négociation aurait abouti. En fin de compte, les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une question bien précise. Alors, hier soir, la négociation s'est terminée, on peut dire presque dans le chaos, puisqu'il n'y a pas de nouvelle date. Et les choses ne semblent pas s'arranger. Je rappelle que dans la commune de Petit-Bourg, les parents d'élèves se sont mobilisés parce que leurs enfants ne sont pas en classe depuis 3 semaines, et pas seulement à Petit-Bourg, dans d'autres communes, à Pointe-à-Pitre, etc. Et donc cette situation, comment va-t-elle se gérer? Faudra-t-il un médiateur, ou alors faudra-t-il attendre que les deux parties trouvent un accord entre le président de l'association des maires, je vais parler de M. Joussin Sapoti, et Nestor Favel, qui est le secrétaire général de l'UTC et GTG. On l'écoute au micro de Charlie Dagonia, c'était hier soir. Nous demandons d'appliquer les avis à l'ensemble des travailleurs mis à jour à carrière avant que nous basculions sur réforme à 2021. Ils sont d'accord, mais c'est sur les mots. Ils sont d'accord et c'est sur les mots qu'ils ont joué. Pourquoi ils ont joué comme ça? Il faut nous reconnaître qu'effectivement, il y a une raison à des revendications. Mais si vous voulez appliquer, vous appliquer, ça passe à la loi qui a dit. Et il y a rappelé, la loi a bien précisé que la Union via CAP, si vous voulez contester pour application, après que le centre de gestion voyez en collectivité, si vous voulez contester, vous avez un mois pour contester. Et vous saisir la CAP pour dire, suite à la là, pour prendre mesures financières, on voulait ou pas. Et donc, ce n'est pas le cas. Nous signons les avis 2015, 16, 17, 18 et 19. C'est vrai que c'est ça, elle n'est pas fine. Bon, ça peut dire nous, c'est soit ça ou pas ça, mais bon, ça peut dire nous pas penser que, bon, il doit être désorienté hier, puisque bon, on a une négociation à dimension à ça. Donc, on a dit dans le syndicat, c'est soit ça ou pas ça. C'est soit ou pas comprendre, ou bon, pas ça là où il est. Ou pas comprendre quoi mener, ou penser que c'est une activité qui était beaucoup plus facile, et ou déborder par les explications que nous avons menées, ou déborder parce que nous avons fait comprendre que les revendications sont justes et légitimes, et ou pas arriver à bout. Nous ne pouvons pas penser ça, parce qu'on ne peut pas dire que c'est soit ça ou rien. À l'UTC, le GTG, on dit ça. Non, nous mettons bien au moment. Nous ne penser, nous croire, puisqu'il faut nous croire. De toute façon, nous poser en plateforme de revendication, fait respecter, fait signer par les autorités. Nous c'est des représentants personnels, mais pas nous qui sommes des maires. Et donc, il faut signer un jour. Il ne pas signer, il peut signer là, mais il faut signer un jour pour ça, en clair aussi ça. Hein? En clair, on prend là 100 jours qui est signé, et tout le monde qui voit signer par rapport à les mêmes gens qui jouent de la carte, il pas signer. Parce que ça qui fait aussi, les maires toujours dit nous, et toujours dit nous. Il y a une autorité propre, d'accord? Et je là, nous ne pouvons pas comprendre. Il y a un qui l'a guidé dans sa petite. Pour ne pas parler en salle, il faut que Guadeloupe savent ça. Hein? Guadeloupe qui vote, mais il n'y a pas l'année. Pour ne pas parler en salle, c'est ça pour seulement qui parle au nom. Ça pour pas mais Guadeloupe. Ça pour c'est Mélamante. Et encore, peut-être pour 2-3 jours. Ça pour permettre de dire à une télé, on a vu à la CAP, après on en est caduque. Pour ne pas réagir, non, nous arrêtons un moment. On nous arrête, c'est soit pour ne pas dire rien parce que chaque monde a une place politique. Mais si on va comprendre, c'est avec grève à l'UTC qui a servi pour une position politique, ils ont mal barré. Et de toute façon, nous t'avons dit, c'est un avertissement. Et nous démontrons aussi, dès bon matin là, le centre de gestion fermé et qui continue fermé. Et nous d'autres côtés encore que nous fermés. Parce qu'il y a d'autres gens qui restent sur cette situation là. Et c'est pour ça que nous avons dit, nous pouvons jamais ce dossier là. Nous sommes là pour nous comprenons le temps qu'il faut. Nous ne pas pressés, mais nous pouvons jamais parce que nous savons nos raisons. Et nous savons que les revendications nous sont justes et légitimes.
Visiblement, la situation est loin, très loin de s'améliorer et peut-être même on ira vers un durcissement. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je vous l'ai dit, on reçoit Jean-Michel Lamar qui est cadre à la clinique des Nouvelles Eaux Claires. Il est venu de Saint-Claude, sorti loin, pour parler avec nous. Jean-Michel Lamar, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et donc, la semaine dernière, c'était la journée de l'obésité. Vous êtes dans l'hôpital du jour. Je sais que la question de l'obésité, c'est une question qui interpelle beaucoup parce que c'est devenu une pandémie. On en parlait tout à l'heure avec Madame Stéphanie Renette. Il y a beaucoup d'hommes, mais beaucoup de femmes aussi qui sont victimes involontaires, quelquefois, de cette pandémie. Qu'est-ce que vous faites concrètement là-haut pour les gens qui sont en situation d'obésité ? Donc, juste petite rectification. Donc, je suis responsable de l'hôpital de jour et du pôle éducation thérapeutique de la clinique Les Nouvelles Eaux Vives à Saint-Claude. Chaque fois, je dis Nouvelles Eaux Claires. C'est incroyable, ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc, justement, mon rôle est en fait de coordonner des équipes soignantes et des équipes paramédicales dans tout ce qui est la prise en charge des patients obèses et pour d'autres pathologies chroniques telles que le diabète, l'insuffisance rénale chronique, les plaies chroniques. Et voilà, pour les affections chroniques. Oui. Donc, concernant l'obésité, donc il faut savoir que, on parle souvent d'obésité, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est l'accumulation de masse graisseuse et de tissus adipeux de façon exagérée. Donc, comment savoir si on est en situation d'obésité ? Donc, on passe par différents outils comme le calcul de l'IMC, l'indice de masse corporelle. Donc, pour savoir si on est obèse ou pas, on calcule son poids et on le divise par sa taille au carré. Donc, ça, c'est une première façon de calculer, de voir si on est en situation d'obésité. Donc, à partir du moment où le résultat est supérieur à 25, donc entre 25 et 30, on est en surpoids. Au-delà de 30, on est en obésité. Et au-delà de 40, on peut parler d'obésité morbide. Donc, c'est l'obésité qui, en fait, entraîne vraiment des comorbidités et devient dangereuse pour... voilà. Exactement. Mais même en situation d'obésité normale, on peut avoir des complications. L'obésité n'est jamais normale. Hein. C'est ça. Donc, l'obésité non sévère, on dira. Donc, dans ce genre de situation, on peut se retrouver avec des complications telles que justement le diabète, l'insuffisance rénale chronique, mais aussi l'hypertension artérielle. Oui. Donc, cela entraîne aussi des cancers. Qu'est-ce qui peut entraîner justement ce genre de pathologie, je dirais, on a déjà les comportements alimentaires, comportements tels que la sédentarité, parce que depuis quelque temps, on est amené à peut-être se faire livrer des repas, consommer des plats préparés, industrialisés. Le fast-fooding. C'est ça, le fast-fooding. Oui. Donc du coup, des aliments qui sont relativement gras et sucrés. Donc, ajouté à la sédentarité, ces facteurs-là peuvent entraîner une obésité. Il y a aussi les facteurs génétiques. Donc, d'une personne à une autre, il y a des gènes qui sont transmis. Voilà, qui sont prédisposants en fait à l'accumulation de matières grasses et de tissus adipeux. Donc, à ce moment-là, en fait, on peut aboutir à une obésité. Oui. Et donc, on parle de la création d'un centre même pour lutter contre l'obésité dans la région bastérienne. Donc pour la région bastérienne, nous à notre niveau, au niveau de l'hôpital de jour et de la clinique Les Nouvelles Eaux Vives justement, nous prenons en charge les patients qui sont atteints d'obésité. Oui. Donc sous deux formes. Sous forme d'hospitalisation complète, c'est-à-dire que le patient se présente chez nous pendant 3 semaines, oui, où il suit un programme destiné à lui faire adopter un comportement adéquat face à sa pathologie. Surtout c'est des jeunes que vous prenez. On peut prendre les patients à partir de 18 ans. Il n'y a pas forcément d'âge. Dès que le patient est diagnostiqué obèse. Donc il y a toujours une solution, c'est ce que vous êtes en train de dire? Pas forcément une solution, mais en tout cas diminuer les risques. On a un rôle d'éducateur, on dira, pour aider en tout cas à changer les comportements des patients. Et ça fonctionne? Ça fonctionne. On a beaucoup de retours de patients qui nous disent « Ah, mais si je savais, j'aurais agi différemment, j'aurais fait différemment. » Donc voilà, il y a des pertes de poids qui se font assez rapidement. Par contre, il faut qu'elles soient motivées
par le patient lui-même. S'il n'est pas motivé, effectivement, le résultat ne sera pas forcément le résultat escompté au bout de la prise en charge. Il y a un autre problème qui se pose sur le cas de l'obésité, c'est le complexe que ça crée. Et aussi le mauvais regard de l'autre. J'ai eu les cas où j'ai connu des femmes qui ont été éjectées d'un emploi parce que, elles sont trop grosses, etc. etc. Et ça, c'est au niveau psychologique. Est-ce qu'on travaille à ce niveau-là? Tout à fait. Donc nous, en fait, on travaille dans une équipe pluridisciplinaire. Oui. C'est-à-dire que le patient, une fois qu'il est affecté dans notre établissement, il rencontre plusieurs professionnels, donc une diététicienne pour le changement de comportement alimentaire, des professeurs d'activité physique adaptée, donc qui vont leur montrer un petit peu quelle activité physique pratiquer spécifiquement par rapport à leur environnement. Ils vont rencontrer les psychologues qui justement va travailler sur l'image corporelle, l'estime de soi. Voilà, très important ça. Voilà, c'est l'estime de soi qui va primer un petit peu plus pour que le patient puisse s'accepter déjà et travailler sur lui pour pouvoir évoluer vers une morphologie qui pourrait lui convenir. Alors, comment ça se passe? On prend contact avec vous? Comment ça, les gens qui nous écoutent en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut venir à ces soins? Donc, pour ces soins, donc, comme je vous disais, il y avait 2 formes. Donc, pour l'hospitalisation complète, il suffit de contacter la clinique Les Nouvelles Eaux Vives au 05 90 80 53 53 et s'adresser au service des réservations. Où nous avons une formule en hôpital de jour, donc qui peut être plus intéressante, où le patient vient pour la journée, il suit un programme sur 6 semaines, donc en fonction de son statut, c'est-à-dire qu'on a un programme d'initiation et un programme de renforcement sur l'hôpital de jour. Donc pour l'initiation, c'est le mercredi. En ce qui concerne le renforcement, on prend les patients en charge le vendredi. D'accord. Donc, durant 6 semaines, ils suivent le programme où on leur apprend un petit peu à se prendre en charge eux-mêmes et vraiment si le patient est motivé. Donc, il s'adresse à son médecin traitant qui lui fournit à son tour une prescription médicale qui nous est adressée à l'hôpital de jour et ensuite, on prend le patient en charge. Alors, moi, qui suis du sud de la région, j'ai connu une clinique qui s'appelle Les Eaux Vives. Oui. Et aujourd'hui, c'est plus Les Eaux Vives, c'est Les Nouvelles Eaux Vives. C'est exact. Donc voilà. Donc en 1970, l'établissement a été créé par le docteur, par M. Beaubois. Oui. Donc par la suite, 1970, ensuite 1973. Donc on a été le premier centre de dialyse des Antilles-Guyane. Oui. Donc 1996, M. Tiroulien a succédé au poste de direction. Et ensuite, pour vous donner un petit peu toute l'épilogue du groupe, donc en 2010, nous avons délocalisé le centre de dialyse au niveau de Basse-Terre. 2014, donc nous avons eu une nouvelle présidente qui a permis en fait de changer un petit peu la tournure de la prise en charge. Donc actuellement, on est plutôt sur une prise en charge de soins de suite et de réadaptation. C'est un fonctionnement qui nous permet de désengorger les hôpitaux, c'est-à-dire qu'une fois que le patient a été pris en charge à l'hôpital, pour la suite de ses soins, il est adressé dans nos services où on fait de la psychiatrie. Parce qu'il faut savoir qu'auparavant, mais en 1970 et bien avant la présence de notre actuelle présidente, la clinique était surtout tournée vers une maison de repos avec de la balnéothérapie, comme vous avez dû le savoir. Oui, mais actuellement, balnéothérapie, thalassothérapie, mais actuellement, nous sommes plutôt tournés vers une prise en charge de SSR, comme je vous ai dit, avec une partie de psychiatrie. La balnéothérapie fait donc toujours... La clinique de repos, c'est fini. Voilà, c'est plus de repos, c'est vraiment les suites d'hospitalisation. Donc du coup, la balnéothérapie est encore disponible. Nous avons des équipes sur place qui prennent en charge des patients en balnéothérapie, mais la thalassothérapie, la cure thermale... La cure thermale, c'est fini ça. Voilà, n'existe plus. Ça n'existe plus. Alors, cette clinique offre combien de places aux patients qui voudraient venir? Donc, cette clinique a une capacité de 116 lits. 116 lits. Voilà. Donc, oui. nous sommes une équipe quand même qui est bien organisée, une équipe de cadres bien organisée, chapeautée par M. Henri Nagapin, qui est notre actuel directeur. Donc, nous sommes une équipe nous avons un directeur des soins du nom de M. Judy Khaled, une responsable qualité, Mme Bonmeilleur Yeti, le service technique et biomédical est assuré par Mme Cindy Wegmestre. Nous avons des responsables informatiques, M. Belloir,
et moi-même responsable de l'hôpital de jour et du pôle éducation thérapeutique. Alors pour les gens qui ne savent pas, les nouvelles eaux vives se trouvent au sommet de Papaye. Oui, c'est ça. C'est un endroit climatiquement intéressant. Vraiment. Franchement, pour ceux Quelle est la température moyenne en ce moment-là? En ce moment, on est dans la température est plutôt bien, 22 degrés, oui. Mais on peut quand même des fois toucher 17 degrés. Oui, j'ai même l'impression qu'on est descendu plus bas quelquefois. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais enfin, il fait bon vivre là-haut. Il fait bon vivre là-bas. Ce qui fait un petit peu peur, c'est la localisation au sommet de la montagne, mais franchement, c'est très dépaysant et très attrayant pour ceux qui veulent vraiment se dépayser et couper un petit peu de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et donc, il suffit simplement qu'on... Alors, du point de vue de l'encadrement médical, on m'a dit, il n'y a pas de problème, tout est au point aujourd'hui. C'est ça. Oui. Donc, nous avons quand même aussi un panel de médecins qui nous accompagnent, ne serait-ce que justement pour le pôle ETP et hôpital de jour. Donc, ce sont les mêmes médecins qui travaillent au sein de la clinique. Nous avons le docteur Bourgeois qui nous aide sur la partie métabolique, le docteur Miro pour tout ce qui est l'insuffisance rénale chronique, oui, et la dialyse péritonéale. Nous avons le docteur Baudouin aussi qui nous permet de prendre en charge les patients de gériatrie. Parce que dans l'hôpital de jour, on intègre aussi la partie gériatrie. Parce qu'il est important pour nous d'offrir en fait aux patients qui sont âgés et qui sont à domicile la possibilité de rester à domicile ou d'être hospitalisés. Mais avant de passer au stade d'hospitalisation ou d'institutionnalisation, de faire un petit diagnostic pour savoir ce qui est possible de mettre en place au domicile avant de passer à l'institutionnalisation. Alors, du point de vue... alors, je pose la question parce qu'on a su que je vous recevais, on m'a dit, une patiente, enfin, peut-être une future patiente, je ne sais pas, me dit, est-ce que du point de vue alimentaire, ça se passe bien? Parce que dans certaines cliniques et dans certains hôpitaux, je ne vais pas donner de nom, l'alimentation n'est pas toujours au top. Donc l'alimentation, elle est relativement bien suivie parce qu'on a une équipe, en fait, nous avons une équipe qui travaille sur les menus. Donc nous avons un chef cuisinier, oui, qui nous compose des repas, mais qui est toujours chapeauté par une diététicienne. Donc les repas, effectivement, c'est pas ce qu'on mange à la maison, oui, mais ce sont des repas qui sont équilibrés et qui permettent justement de savoir comment adapter son alimentation par rapport à une alimentation normale. D'accord. Autre question, je vous pose des questions pratiques, comme on m'a dit. Question, est-ce que là-haut, vu qu'on se trouve au sommet de la Guadeloupe pratiquement, est-ce qu'on peut téléphoner facilement? Le téléphone, il y a les possibilités d'utiliser son téléphone là-haut, bon, à certains endroits, oui, mais c'est en train de s'améliorer actuellement parce qu'on sera bientôt équipé de telle sorte à ce que tout le monde puisse communiquer vers l'extérieur. Oui. Alors, les gens qui vous regardent aujourd'hui et qui se demandaient que devenait cette clinique, vous leur direz quoi aujourd'hui? Avec l'équipe qui est actuellement en place, avec les nouvelles prérogatives de la direction, je pense que nous sommes amenés à faire des choses très intéressantes. Et justement, notre objectif principal est de couvrir le bassin sud-Bastère, oui, afin de permettre aux patients d'éviter les grands déplacements vers les grands établissements, avec la possibilité d'avoir tout sur place. Très prochainement, nous aurons l'ouverture d'un centre de dialyse sur Pointe-Noire, ce qui permettra aussi aux patients qui sont dialysés dans cette région-là, voilà, dans cette région-là, de pouvoir se rapprocher de leur domicile, sachant que les séances de dialyse sont assez éprouvantes, oui, pour eux. On a vu, je pense, quelques images de la clinique. On peut souhaiter que ça se continue. Si vous dites que tout va bien. C'est ça. Oui. Donc, souhaiter que les patients guadeloupéens viennent là. La seule chose peut-être qu'il faut regretter, c'est qu'on puisse plus faire de cure, c'est ça? C'est ça. Ce sont les cures peut-être qui vont manquer, oui, mais en fait, on peut toujours avoir la piscine de balnéothérapie, oui, dans laquelle on peut encore profiter des bains chauds. Oui. Voilà, de l'eau chaude des bains chauds. Et pour l'obésité, donc 80, 53, 53 pour s'inscrire, c'est ça? C'est bien ça. Ouais, bien. Écoutez, monsieur Lamar, on vous remercie d'être venu. On espère que les Guadeloupéens qui ne connaissaient pas ou qui avaient oublié les eaux claires, les eaux vives, on sait que les eaux claires, on fait moins, les eaux vives pourront venir se faire soigner là-haut. Très bien. Et puis, le centre de dialyse, c'est dans combien de temps à peu près? Le centre de dialyse, on va compter à peu près un mois.
Un mois et Dans demi. un mois. Voilà, c'est ça. Il y aura une communication là-dessus. C'est ça. Nous ferons une communication là-dessus et puis nous ferons le nécessaire pour que la population soit informée et qu'elle puisse se rapprocher de nous. Ben, merci en tout cas d'être venu. Il est 13h26, on prend la deuxième pause. On va se retrouver dans un instant pour la suite des informations et on va recevoir notre prochain invité. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h32. Je vous l'ai dit, on va recevoir dans un instant Grégo Munkari. Bonjour. Grégo Munkari. Munkari. Bien bonjour. Bien bonjour. Monsieur Zandronis. Et on va le dire, on va parler avec lui de la jeunesse un peu. De la jeunesse, du pays, de la vie. Du sport aussi. Du sport, de la vie. De la vie. Dans un instant, on retourne à l'actualité. L'actualité, c'est un an. Jour pour jour, pratiquement après le confinement. Alors, beaucoup de gens ont souffert de ça, d'autres ont pris d'autres dispositions. On est descendu dans la rue, demander aux Guadeloupéens, est-ce qu'ils pensent que le confinement avait été bien géré? Reportage Maxime Morel, Stanley Manicor, on regarde les réponses des Guadeloupéens. Mars 2021, qu'est-ce que ça vous évoque? Je suis en train de faire... Non, il y a eu la journée de la femme, le droit de la femme. Non, ça ne me dit absolument rien. Ah oui, le corona, oui. Le 16 mars 2021, ça m'évoque, ça fait un an qu'on est dans le confinement, enfin dans le Covid-19. Et franchement, c'est pénible. Oui, effectivement, l'annonce du premier confinement. Ils font ce qu'ils peuvent dans les conditions qu'ils ont, donc sans commentaire. Tout le monde est incertain, même le président. Les grandes erreurs, il n'y a pas d'erreur, c'est un tissu de mensonges, c'est tout. Hein. Donc ça ressemble à ça. Là, on ne sait pas où on va. Jusqu'à maintenant, on tatillonne, on fait des essais. On fait des vaccins qui ne sont plus... on a l'impression d'être des cobayes. C'est mal géré en fait, c'est très très mal géré. Ils nous font comprendre qu'on se confine, on se déconfine. Il y a des couvre-feux à 22h, ça n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas ce qui empêche le virus de circuler. Si dès le début c'était vrai, s'il ne s'agissait pas d'un virus créé, s'il ne s'agissait pas d'une fausse pandémie, ils n'auraient jamais commis autant d'erreurs, hein, c'est tout. Hein. Pour moi, c'est normal. Il y a eu un vent de panique, je crois, à tous les niveaux. Hein. Il y a eu un vent de panique qui fait que jusqu'à maintenant, on est dans l'incertain. Le gouvernement ne sait pas gérer, peut-être c'est fait exprès aussi. Je ne sais pas quelle manigance, mais il y a quelque chose derrière tout ça. Et je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais il faut que ça urge. Là, ça fait un an, c'est pas normal. Voilà, le gouvernement lui-même, il est dans la brise et je vous rappelle qu'un vaccin a été suspendu depuis hier en France. Malheureusement, il y a déjà 684 personnes qui ont déjà pris en Guadeloupe, alors je ne sais pas ce qui va se passer. Nettoyage des écoles de Petit-Bourg en vue d'une réouverture. Alors, vous savez que depuis 3 semaines à Petit-Bourg, il n'y a pas d'école parce que la municipalité est en conflit avec l'UTC, UGTG, on en a parlé tout à l'heure à la réunion d'hier soir qui n'a rien donné. Le maire envisageait de faire nettoyer les écoles pour une ouverture prochaine parce que d'un côté, on a les parents d'élèves qui disent que nos enfants ne sont pas en classe scolarisée depuis 3 semaines. La Fédération des parents d'élèves essaie aussi d'être au cœur de ce conflit. On regarde un peu ce reportage, savoir est-ce que réellement jeudi, comme l'a dit le maire, les écoles seront réouvertes? Question. Nous allons ouvrir l'ensemble des écoles. Au prime abord, nous avions pensé qu'il aurait été préférable de faire de manière graduelle. On pourrait se dire, bon, d'aubain, mais nous avons rencontré les parents d'élèves, le collectif, et eux, ils se disaient, bon, celui-là va dire qu'on n'a pas ouvert pour telle école. Pour ne pas créer un deuxième conflit dans un premier conflit, on s'est dit, bon, nous avons ouvert l'ensemble des écoles. Donc, il faudrait qu'on se mette d'accord sur le mot ouverture. Nous avons fait en sorte que l'école soit accessible. Après, une entreprise fait la désinfection, puis le nettoyage. Et lorsque tout ça sera au point, à ce moment-là, les enfants pourraient rentrer dans les salles sans souci sanitaire, en toute quiétude, et les parents pourront envoyer leurs enfants et les enfants aussi pourront apprendre sans souci. Aujourd'hui, ce sera ici. Et lorsque la totalité des écoles seront au même niveau sanitaire, à ce moment-là, nous allons ouvrir l'ensemble de nos écoles et puis on saura qui a fermé, qui n'a pas fermé. Jusqu'à maintenant, je crois que vous avez entendu dire que personne ne sait qui a fermé. J'ai entendu M. Pavel dire que s'il n'a pas fermé, personne n'a fermé. Et une chose est sûre, nous n'avons pas fermé l'école. Nous avons seulement cette volonté que les écoles soient ouvertes. Si j'étais professeur, c'est parce que j'ai bénéficié d'un enseignement.
Et cet enseignement-là qui m'a permis d'être ce que je suis, j'aurais voulu que tout petit bourgeois puisse l'avoir, pouvoir accéder aussi à des fonctions dans ce pays, dans cette commune aussi. Voilà, donc on n'en sait pas davantage, on va attendre voir si jeudi les écoles seront réellement ouvertes à Petit-Bourg et dans d'autres communes, et surtout à quel point en est ce conflit, puisque je vous l'ai dit, les négociations d'hier soir ne se sont pas terminées. On reçoit donc, je vous l'ai dit, Grégo Moncaré de Original Guada. Bonjour. Bonjour, bien bonjour, Zandounis. Respect pour l'audience que tu as pu me donner en ce moment. C'est normal, il faut balayer la jeunesse par la parole. Il faut la jeunesse prendre responsabilité. Surtout. Et donc, c'est en partie pour ça aussi, on vient c'est Canal 10, oui. Radio et télé à PEP, Guadeloupe, PEP Kaouikera. Donc, ensemble, il faut nous porter manœuvre. Donc, je me présente un Grégo Moncaré en disant un nouveau paradigme, parce que, bon, administrativement parlant, il y a d'autres non. Oui, mais on va considérer que. Moun carré n'a pas de naissance, ça. Voilà, mais moi, pas ni pon tabou à niveau là, ça. On a dit, et on a assumé qu'il faut nous rentrer en disant de nouveaux idéaux, alors, de nouvelles réflexions, un nouveau paradigme, un nouveau réseau de voir la vie. Alors, qu'est-ce que ça y est, Original Guada? Donc, Grégo Moncaré, fondateur, président de 2 mouvements, Original Guada, qui on a défini comme Fédération Générale, donc créée en 2016. Au début, les préoccupations étaient certes le pays. On va changer ça, nous contre nous au moment. Mais bien sûr, bien sûr. Et nous qui étions contre nous, et bon, les discussions c'était très intéressant. Et on construit en lot pilier à PEP Guadeloupe, qu'on M. Renette, qu'on M. Zandronis, qu'on l'eau mouvement en tous ces années-là, ça, quoi, depuis 2016. Et en fin de compte, nous avons justement salué tous les mouvements, les organismes, les organisations qui ont mis en pays là. Seulement, est-ce que ça, nous sommes capables de faire ensemble? Est-ce que nous satisfaits de ça, nous sommes capables de faire ensemble? Ces questions-là, on a posées pour tout le monde à Guadeloupe là. Parce que jeunesse là, nous avons une responsabilité en nous. Une teke aimé que même si son grain pastèque faut mener ou quoi mener. Parce que on a arrêté de faire nos fantômes à nous-mêmes. On nous a arrêté. Non. Bitin là, c'est que nous avons l'obitin en histoire en nous. C'est vrai. Des gens qui mettent C4. Des gens qui font un paquet de bitin. Mais puis gros bombe là, c'est l'amour là. Et si nous ne sommes pas capables de battre en gêne, un petit grain pastèque là, ça permet ni des champs pastèques pour que le pays voit moins misère, pour que la famille voit moins misère, pour que l'IP projeté en vie en nous fait. Donc depuis 2016, on a sollicité un ensemble de bonne volonté en pays là. Nous ni bonne volonté en pays là. Même certains gens qui mettent écharpe bleu, blanc, rouge, ni des bonnes volontés. Nous ni bonne volonté, mais pourquoi nous pas arriver, comme madame a dit, on aurait dit qu'on est des rats de laboratoire et qu'on ne sait même pas où aller. Mais est-ce que notre histoire a commencé en 1635 en Calabato, ou sûrement là, justement, nous avons croisé avant l'oracle? Commencé avant. Nous avons croisé avant l'oracle, sûrement, en Calabato là. Est-ce que l'histoire nous commencé là? Eh bien, moi, j'encourage tous les organismes, sincères et eux-mêmes, de arrêter qualité logicielle de développement là, ça. C'est-à-dire, l'histoire nous commence en 1635. Mais l'histoire à Kalina, pas commencé en 1635. Parce qu'en fin de compte, pourquoi on va mettre l'accent sur ça? Parce que, là, nous avons force. Nous avons force à dans résistance à tout en ce temps nous qui sommes dans Calabato. Nous avons force à dire dans toute histoire à Guadeloupe de 1635 à 2021, passant par 1801, 1802, 67, les années 80, 2009. Nous avons force à tout ça. Et qui j'en ne peut pas prendre force à avant 1635 où nous avons des grandiosités de construction. Alors que Cheikh Anta Diop passé ici dans les années 80, quand nous fait le passage là ça. Cheikh Anta Diop qu'a dit nous, on a arrêté oublier nous. C'est-à-dire 80% de la Caraïbe, 80% du pays Kaouikera, de Guadeloupe, on est composé d'afro-descendants. Et pour qu'on soit des afro-descendants remontants et non pas des afro-descendants en continuant à descendre, il faut qu'on se reconnecte, il faut qu'on se connecte, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on s'organise. Et donc, j'encourage et je sollicite tous les panafricains à continuer à parler de Garvey, qui nous a parlé d'organisation.
à continuer de parler de Kémy Séba, de Cheikh Anta Diop. Vous voyez? Et donc, est-ce qu'à l'université, on en parle assez? Bonne question. C'est une bonne question, c'est une question, et ça respecte à toutes les bonnes volontés qui se battent pour le pays, qui font des thèses, qui font des choses. Mais est-ce qu'on est satisfait de notre situation, je dirais, de coloniser? Est-ce qu'on va continuer à dire métropole comme ça, tout le temps, métropole, métropole, à tout bout de champ, alors que dans les médias, en France hexagonale, ils te disent France hexagonale. Donc c'est nous, on aime tellement notre situation de coloniser. Donc en fin de compte, appel à la jeunesse. Oui. Alors, appel à la jeunesse. Qu'est-ce dit la jeunesse, là? Appel à la jeunesse. En plus de tout ça, j'ai là, qui en pensé bien, on nous organise nous. Parce qu'à tous les niveaux, il faut nous réunir talent, nous. À tous les niveaux. Et donc c'est ça que nous avons proposé depuis 2016, modestement, hein, vous savez. Modestement, tranquillement, dynamique fondale, globale, transversale, transcendantale. Depuis 2016, nous avons dit ces mots-là, ça. Et il n'y a pas rien qui mot. Ni action. Ni action. Et ces actions-là, au fur et à mesure, qu'on a densifié. Parce que nous devons faire plus. Mais pour nous faire plus, il faut nous plus. Ouais. Est-ce que, parce que en cas de le monde qui a dit, là, la jeunesse complètement démobilisée, il y a dans un sol, il y a dans toute qualité de bitin, mais il n'y a pas dans la réalité à pays. Alors vous qui sont jeunes, quand on dit ces jeunes-là, qu'on voit tous les jours, il y a un cas qui est l'autre, tout le temps ça est passé, semaine passée, des jeunes morts, tirés par balle, etc. C'est des jeunes même qui font ça, qui ont expliqué que des jeunes Guadeloupéens là, il y a dans la dynamique là, ça toujours, il y a dans le paradigme là, ça vous prend mourir. Tout est là, c'est une phrase clé. Et nous cadenasser. Donc, quand nous avons utilisé comme clé, est-ce que clé en nous, c'est voyer Timoun en nous à l'école coloniale? Est-ce que clé en nous, c'est barrer toute la Guadeloupe pour l'économie coloniale? Ouais. Est-ce que clé en nous, si nous avons dit c'est l'amour, est-ce que nous sommes capables de rassembler nous? Est-ce que nous sommes capables de parler de pays là en toi, tellement nous voulons que nous avancer. Est-ce que nous sommes capables de rassembler nous? On dit en monde sans jour, on a dit moi c'est du vent. En répond nous là ça savent le vent, c'est dans les 4 éléments hein. Mon là ça t'est perdu. Mon là ça t'est perdu, quand dit mais c'est du vent. Mais quand dit mais non, on peut pas s'injurier nous-mêmes. Si on dit on fait partie d'un peuple et qu'on veut que ce peuple soit souverain, certes, il y a des traites, certes, il y a des personnes qui ne sont pas encore alignées, certes, il y a des aliénés qui sont fiers de l'être. Mais il y a des bonnes volontés aussi quand même. Eh bien voilà, appel à toutes les bonnes volontés, jeunesse, maturité, tout le monde a. Donc dynamique globale. Donc pour revenir, on va dire à quelque chose de plus linéaire. Depuis 2016, Original Guada en dynamique totale, globale. Donc ce qu'on propose, c'est qu'on soit actif, productif sur 5 champs d'intervention. Histoire et renaissance, parce que l'histoire c'est le passé, présent, futur. Et dans cette histoire-là, c'est de l'origine à l'original. Non pas de 1635 Calabato à 2021, mais de l'origine jusqu'à l'original. Depuis les Kémites. Depuis les Kémites, depuis le berceau de l'humanité. Il ne faut pas nous rejeter. Et la vie, c'est l'infini. À pas copier pour copier. Hein. La vie, c'est l'infini. À pas copier pour... regarder nous Kémites au tête à tous les champs. Regarder des fois, nous avons souffert, nous ne sommes pas capables de faire rien. Je ne suis pas parfait. Mais essayons de maîtriser les défauts et de magnifier les qualités. Et c'est ça justement la philosophie d'action que je propose. On a arrêté, mais quand il passé, manger nous entre nous, c'est pas normal. Donc pour la jeunesse, avant de parler à la jeunesse, il faut parler de ceux-là qui laissent son parcours, normalement qui sont censés laisser son parcours baillot. Parce que si le résultat de la jeunesse c'est ça, mais ça veut dire c'est production à système là, il y a un monde qui était avant. Hein. Donc quand nous avons fait, les conservateurs, les dinosaures négatifs qui là, qui pas laisser place, qui pas pongène pastèque. Il faut comprendre que yo pas éternel, que yo ni famille aussi. Il faut passer le relais. Et jeunesse là, il faut nous montrer nous responsables, il faut nous prendre responsabilité en nous et montrer justement les générations qui avant nous que respect pour ça ont fait, mais il faut nous aller plus loin, il y a une situation nous, nous empoisonner, chlordéconner, nous l'école coloniale là, yo toujours. Donc par rapport à ça, respect à toutes les mamans qui se sont mobilisées récemment pour la non-obligation du port du masque pour les enfants. Mais je leur ai conseillé qu'on s'organise en commune et en secteur. Parce que la femme, c'est poteau mi-temps. Il a dit non,
parce que yo veut pas router nom blanc dit dans relay. Mais moi on dit la femme madame dit que yo pas en qui ça. Eh ben moi dit oui faut la femme c'est potomitan à la vie. Par contre, quand il nomme là, est-ce que nom là a pas fait là qui en dit dans potomitan là pour aider la femme à être potomitan. Donc vous ensemble. Ensemble. D'accord, nous parler. Ensemble. Et donc la femme doit reprendre sa place, doit reprendre sa puissance. Tout va couler de source comme une rivière après. Donc maman Mahat, maman de l'eau, maman Jok, femme Jok, maman pilier potomitan à la vie, prend responsabilité à tous les secteurs, en famille, à tous les niveaux. Ça au Jacques a fait. Mais à qui sens? Est-ce que c'est un sens à la libération à pays? Est-ce que c'est un sens où nous allons mettre la vie devant et non pas, excusez-moi, zong? Est-ce que nous allons mettre plantes devant, jardin devant et non pas bling bling inutile? Mais nous aimons vrais autres belles, nous aimons vrais autres raffinés, nous aimons vrais autres. Nous veillons de l'eau pour épanouir autres conflits. Les gens de bonne volonté, les noms d'oubout qui veulent que la vie continue, qui veulent que la vie rayonne, c'est ça, ils veulent. Ils ne veulent pas battre femmes, ils ne veulent pas maltraiter femmes, ils veulent rentrer en dedans pour comprendre que fille, grand-mère, maman, ils ont toute qualité que ils veulent, mais ils ont un dialogue pour que vous fonctionnez pour la vie. C'est à vous de transformer ça, mais ils ont toujours en parole pour la vie. Donc, respect à ma fille. Maman, je t'aime. Grand-mère, tu n'es plus avec moi, mais je t'aime beaucoup. Tu es l'un des piliers de ma vie. Donc, il faut qu'on soit capable de rayonner. Il faut qu'on soit capable de sortir de cet empoisonnement voulu par cet État qui... On voit ce qu'elle fait jusqu'en Afrique. On voit. Alors, on a vu la semaine dernière, enfin les jours passés, que Original Guada s'était associé avec des organisations patriotiques dans le meurtre, enfin la mort de Clodo, pardon. Et hier, je recevais M. Bicep qui me disait que ça fait 102 jours que Clodo est mort à Déé. Et les gendarmes sont toujours là, rien n'a changé. Le procès il n'y a pas de procès, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que Original Guada pense de tout ça? Nous avons utilisé portable tous les jours. Et en fin de compte, est-ce que nous savons que dans ce portable-là, ça nous démet tout? C'est des petits gens qui cherchent ça dans des grottes en Afrique. En Afrique, oui. Nous avons des justices pour. Nous voulons que nous manifester l'amour et vérité et justice pour l'humanité. Voilà, j'allais nous entrer dans une phase où nous avons décoré carrément tout logiciel de pensée en nous. Nous avons entré dans une phase où nous avons réfléchi à la vie et à l'humanité. Et nous savons que l'humanité prend naissance en côté. Donc, si prend naissance côté là, ça, nous c'est garant qui habite en fin de compte. Et si nous prenons conscience à ça, là, en tant qu'afro-descendant, qui a remonté, puis a continué à plonger, qui a remonté, afro-descendant de Karukera, de Guadeloupe, nous avons connecté nous naturellement vers les frères Haïti qui sont ici, et nous avons arrêté de gérer, faire discrimination. C'est ça la vérité, la justice, pour que nous arrivions à imposer un but en pays là, ça. Parce qu'en fin de compte, au cas où nous retournons tout le temps en rond, qu'on vont sans dard, sans piqui, comme ça, en système à yo, en labyrinthe à yo, en justice à yo, en l'école à yo, en bitin à yo. Nous, ce qui est passé, messieurs, ce qui est passé, mesdames. Nous ni banan, nous ni can, nous ni tout ton. Nous allons essayer de mettre ça en bas bitume. On nous reprend nous et on nous fait le congrès du peuple. Élection à yo, c'est bleu, blanc, rouge. Égalité, fraternité, tout ça, yo qu'a dit. Mais est-ce que nous qu'a vu? Nous sommes bien d'accord avec les mots, nous même traumatisés avec, nous sommes capables de dire liberté, égalité, fraternité des peuples et des individus. Est-ce que vous êtes capable de dire ça? C'est la question. Donc, en construction, on n'a pas beaucoup de temps, merci ZCL, tribune matriotique par excellence. Et je ne sais pas, peut-être en conclusion. On va reporter des... Voilà, alors expliquez-nous exactement. Voilà ça rapidement. Donc en termes de conclusion, parce que j'aurais aimé revenir dans cette tribune. Bonne l'occasion. Donc, respect à l'UPLG, respect pour moi à l'armée d'Ignace, qui c'est pour moi un premier drapeau, on a pensé en Guadeloupe, mais un drapeau rouge. Voilà. Respect à l'armée d'Ignace. Respect au Gong, les années 60. Respect à FKNG.
Respect MPGI, je voulais dire. Aussi. MPGI, je voulais dire. Respect à UPLG. Mais allez là, est-ce que nous allons rester qu'à oublier nous? Le peuple a décidé officieusement, c'est-à-dire pas encore de façon officielle, de choisir populairement un drapeau, celui de l'UPLG. Même Google est plus avancé que tous nos politiques, parce que Google le met. Ouais. Sans faire de pub, parce qu'on va savoir pour qui bitin c'est ça y est. Mais tout ça pour dire que nous-mêmes, qui nous valoriser le symbole à nous-mêmes. Et est-ce que nous avons oublié nous un symbole en nous? Milan Vévin. Est-ce que nous avons oublié nous un symbole en nous? Est-ce que pour délimiter des couleurs, on a besoin d'une couleur blanche? Moi, je dis que non. Sachant que Marcus Garvey nous a dit rouge, jaune, vert, noir. Le drapeau du Kenya, le drapeau de beaucoup de pays panafricains, africains, c'est rouge, jaune, vert, noir. Ouais. Pourquoi on ne met pas le noir? Donc tout simplement, hein, en continuité historique, hein, tranquillement, hein, big up à l'UPLG, que je leur propose, c'est UPLK, c'est-à-dire Kawikera, si nous voulons vraiment ôter les syndromes de colon. Hein, ouais. Parce qu'en fin de compte, si nous voulons rester syndrome à colon, nous allons regarder tout bite, hein, nous allons regarder tout ça nouveau. Hein. Mais justement, nous allons proposer en continuité historique que nous incluons la couleur noire dans le drapeau pour justement arriver à faire rouge, jaune, vert, noir. Donc en continuité historique, on peut continuer à parfaire, mais pas en fonction des égaux, en fonction de la vie et de la continuité historique des choses, et ce qu'on veut symboliser, exprimer, et le sens qu'on veut donner à son peuple. Vous voyez? Et en fin de compte, ouais. Rouge, jaune, vert, noir. Montrez-nous. Oui. Donc en fin de compte, je propose de vendre ce t-shirt à un prix de 25 € pour l'instant, et il y a 5 € pour le fonds souverain. Parce qu'en fin de compte, je sollicite justement tous ceux qui vendent à l'effigie du pays, hein, tous ceux qui... C'est bien ça, c'est très bien. Ça a permis la conscientisation des choses. Mais est-ce qu'on est capable de mettre 1 € ou 5 € dans un fonds souverain? Est-ce qu'on est capable de faire ça? Ouais. Parce que, en fin de compte, j'aurais bien aimé hein, que Henri Joseph ait encore plus de moyens. J'aurais bien aimé hein, que le nouveau lauréat de l'université là puisse développer des choses James avec Lowen. Un fonds. James Lowen, oui. Voilà, en fin de compte, notre capacité d'autoproduction. Et il y a des organismes dans le pays là qui parlent d'indépendance, qui parlent de certaines choses, qui font des choses intéressantes. Mais ils ont une position hein, pour pouvoir déclencher des choses. D'accord. Ils ont une position pour pouvoir déclencher des choses. Donc si on veut vraiment, allons faire. La nature a horreur du vide. Bien. Grégo, on te remercie d'être venu. C'est moi, M. Zandonis. Non, mais c'est normal que nous barrons la parole parce que un message a fait passer. On aura l'occasion de se revoir probablement. Pour l'heure, il est 13h55, nous boutons pratiquement. Je rappelle qu'on a reçu en début d'émission la sociologue, chercheuse, écrivaine, conférencière Stéphanie Million-Renette pour Cris de femmes. C'est une manifestation qui se déroule jusqu'au 28. Et le 28, elle sera à la Wawak, donc 6 heures au point. Et il y a un film qui va passer aussi à Cinestar sur Brandy, pour ne pas dire bêtises, puisqu'elle a donné le titre de ce film, qu'on a vu un extrait, ce film-là. Ensuite, on a reçu Jean-Michel Lamar. Jean-Michel Lamar qui nous a parlé de la clinique des nouvelles eaux claires, eaux vives, toujours en cas d'eau claire, c'est eau vive, c'est à Saint-Claude, et c'est un endroit particulier, surtout les personnes en situation d'obésité, et il y a un numéro 80 53 53, c'est un fixe. Ensuite, on a reçu Grégo, original Guada, pour poser un bon noix dans le drapeau là. Alors, qu'il faut faire, vous expliquer les choses là, mais on connaît expliquer encore l'autre d'autres fois, parce qu'il faut tout le monde être d'accord, parce qu'on ne peut pas nier des drapeaux. Hein. C'est ensemble. Ni un drapeau bleu, blanc, rouge, que le monde va reconnaître, et ni un nouveau drapeau, ni rouge, vert, jaune, blanc, et ni rouge, vert, noir. En intelligence collective, faisons la vie décidée. D'accord, nous faisons ça. Sinon, l'actualité, c'est aussi le conflit UTC-UGTG avec l'association des maires. La réunion de hier soir ne s'est pas terminée en bon signe. On a fait aussi un micro-trottoir sur le confinement. La plupart des Guadeloupéens ne sont pas très contents de ce qui s'est passé depuis une année. Et puis les écoles de Petit-Bourson ont commencé à être nettoyées, mais on ne sait pas si les cours reprendront jeudi, comme le souhaite le comité des parents Thibault, qui a demandé au maire de porter mandat. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par notre ami Kevin. Demain, on se retrouve à la même heure, 12h30, pour d'autres invités, d'autres informations. Bon appétit si vous pour manger. Et nous, nous allons porter mandat aussi. À demain.